Mon père m'a renié pour avoir épousé un mécanicien sans le sou, et il m'a mise à la porte. 10 ans plus tard, le directeur de sa banque a gelé ses comptes, en désignant le nouveau directeur régional qui venait d'entrer, mon mari. La Rolex de mon père tremblait si fort contre le comptoir en marbre, que je pouvais l'entendre cliqueter, tic, 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 comme un compte à rebours que personne d'autre dans ce hall ne comprenait encore. Je ne l'avais pas vu pleurer depuis les funérailles de son propre père, une histoire que je ne connais que par des photographies. Et même alors, selon ma mère, cela s'était limité à 3 larmes contrôlées, et une déglutition difficile. Ici, c'était différent. C'était un homme de 61 ans, vêtu d'un costume à $2000, cramponné au rebord du comptoir comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout, pendant qu'un directeur de succursale, 2 fois plus jeune que lui expliquait doucement que ses comptes étaient gelés en attente d'examen. Il répétait sans cesse qu'il devait y avoir une erreur. Il répétait qu'il connaissait du monde. Il le disait comme il l'avait dit toute mon enfance, de cette façon qui faisait disparaître les problèmes grâce à un coup de fil, une faveur, ou un nom glissé à la bonne oreille. Sauf que le nom qu'il devait prononcer se tenait 2 mètres derrière lui, dans un costume gris anthracite, tenant un porte-document en cuir au lieu d'une clé dynamométrique, et mon père ne l'avait pas encore reconnu. Moi, oui. Rien de tout cela n'aurait eu de sens pour un inconnu venant de la rue, mais je n'étais pas une inconnue. J'étais sa fille, et l'homme au porte-document était le mécanicien à qui mon père avait autrefois ordonné de quitter sa propriété, avant qu'il n'appelle lui-même la police. Il avait fallu 10 ans pour arriver dans ce hall. Tout avait commencé, de tous les endroits possibles, dans un garage qui sentait le café brûlé et le liquide de frein, la nuit où mon père avait décidé que l'amour était une dette qu'il ne pouvait pas se permettre. Je pliais des serviettes en forme de signe pour notre dîner de fiançailles. Depuis exactement 11 minutes, une idée de ma mère, quelque chose qu'elle avait découpé dans un magazine, quand mon père a posé son verre de scotch assez fort pour laisser une marque sur la nappe. Puis a demandé à Desmond, devant 22 membres de la famille, quel était son plan d'avenir. Desmond a dit la vérité. Parce que c'était sa nature. Il avait 26 ans, travaillait de nuit dans un atelier de transmission près de la route 9, et suivait 2 cours de comptabilité par trimestre à l'université locale, parce qu'il voulait, à terme, faire quelque chose avec des chiffres plutôt qu'avec des blocs moteurs. Il l'a dit simplement, sans s'excuser, de la même manière qu'il m'avait dit, lors de notre 3e rendez-vous, qu'il avait grandi dans un 3 pièces au-dessus d'une laverie et qu'il n'en avait pas honte. Mon père a ri. Pas un rire chaleureux, mais ce rire bref et méprisant qu'il réservait aux clients qui tentaient de négocier contre lui. Il a dit et je me souviens de chaque mot parce que je l'ai rejoué plus de fois que je ne peux le compter et que la graisse sous les ongles d'un homme ne partait pas au lavage, et qu'il en allait de même pour le genre d'avenir qui l'accompagnait. J'aurais dû le voir venir. Mon père, Walter Alloway, avait passé 30 ans à bâtir Alloway Motor, en partant d'un simple parc d'exposition avec 4 berlines d'occasion pour arriver à 3 concessions réparties sur 2 comtés. Et quelque part au cours de cette ascension, l'entreprise et l'homme avaient fusionné pour ne former qu'une seule chose. Il conduisait le camion le plus récent de son propre parc tous les 18 mois. Il siégeait au conseil d'administration de la chambre de commerce. Il finançait une bourse d'études au lycée, et s'assurait que la plaque le mentionnait, dans des lettres assez grandes pour être lues depuis le parking. Le statut n'était pas quelque chose que mon père désirait, c'était quelque chose dont il avait décidé, bien avant que je sois en âge de lui demander pourquoi, qu'il en avait besoin pour se sentir en sécurité, même s'il me faudrait des années pour comprendre ce dont il avait réellement peur. Mon père mentionnait rarement son propre père, et quand il le faisait, c'était en phrases courtes et tranchantes, qui closaient le sujet avant même qu'il ne s'ouvre. Je n'ai appris la version complète que par ma mère, une fois, dans un moment d'honnêteté involontaire vers la fin de son propre mariage.
Mon grand-père avait possédé un petit atelier de réparation d'appareils électroménagers, qui avait fermé quand mon père avait 11 ans, et la famille avait perdu sa maison dans l'année qui a suivi. Mon père a porté les deux mêmes chemises à l'école pendant la majeure partie de sa classe de 6e, et un professeur a un jour organisé une collecte de nourriture pour la famille, sans demander la permission. Ce qui l'a mortifié d'une manière dont ma mère disait qu'il n'a plus jamais reparlé à personne. Tout ce qu'il a construit par la suite. Les concessions, le nouveau camion tous les 18 mois, la plaque à son propre non, j'ai compris bien plus tard que c'était moins de l'ambition qu'une promesse faite à un garçon de 11 ans, debout dans une maison qui ne lui appartenait plus. Jurant qu'il ne ferait plus jamais pitié aux yeux des autres. Ce soir-là, devant des serviettes froides pliées en forme d'oiseau qui ne voleraient jamais, il m'a donné le choix, quitter Desmond, ou quitter la famille. Il l'a dit comme si c'était raisonnable, comme un homme qui conclut une affaire. Ma mère a fixé son assiette. Mon jeune frère, Foster, 17 ans et trop effrayé pour parler, m'a regardé comme s'il observait quelque chose se briser. Sans avoir les outils pour le réparer. J'ai choisi Desmond. Je n'ai pas hésité. Même si une petite partie de moi, humilié, espérait que mon père s'adoucirait. Une fois qu'il verrait que je pensais ce que je disais. Il ne l'a pas fait. 2 semaines plus tard, un camion de déménagement a livré les dernières de mes affaires à l'appartement de Desmond, au-dessus de la laverie, et le numéro 2. Mon père a cessé d'accepter mes appels. Je me suis dit qu'il finirait par se faire à l'idée avant le mariage. C'est l'histoire que je me suis permis de croire pendant 4 mois, jusqu'au matin de la cérémonie, lorsque je me suis tenu dans une robe empruntée, dans le vestibule de l'église, à regarder la porte plutôt que l'allée. Ma mère m'a envoyé une carte 2 jours plus tard. Sans adresse de retour. Postée depuis une ville située à 3 heures de là, comme si elle était allée quelque part où il ne pourrait pas remonter la trace de l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait $200 en liquide, et 4 mots, je suis désolé, je ne peux pas. Rien de la part de mon père. Ni cette année-là, ni la suivante. Je lui ai écrit 2 fois. Les 2 lettres sont revenues non ouvertes. Avec mon écriture sur le devant, et la sienne au dos, retour à l'expéditeur. Mes mains tremblaient si fort la seconde fois, que j'ai dû m'asseoir sur les marches du perron avant de pouvoir me résoudre à le relire, juste pour être sûr que cela disait bien ce que je pensais. Desmond ne m'a jamais demandé d'arrêter d'essayer. Il n'a jamais non plus abordé le sujet en premier. Je me suis dit que cela voulait dire que ça ne le dérangeait pas. J'ai découvert le contraire un mardi, 8 mois après notre mariage, lorsqu'il est rentré de la station-service de la route 9 et n'a plus dit un mot de la soirée. Il m'a fallu 3 jours pour lui tirer les vers du nez. Un vendeur de Holloway Motor se trouvait à la pompe d'à côté, l'a reconnu. Grâce aux photos de mariage qui avaient apparemment tourné dans la concession. Comme le font toujours les commérages, et a dit, en s'assurant que Desmond l'entende, que la fille de Walter avait troqué son avenir contre un jeu de câble de démarrage. Desmond ne l'a pas répété pour me faire du mal. Il l'a répété parce qu'il avait besoin que quelqu'un d'autre sache que la remarque l'avait touché, même s'il ne voulait pas avouer à quel point. Il s'est inscrit à 2 cours de plus ce trimestre-là, au lieu d'un seul. Il n'en a plus parlé pendant des mois, mais j'ai remarqué qu'il a commencé à repasser ses chemises de travail la veille au soir plutôt que le matin même. Comme si cela importait davantage maintenant que les gens le regardaient. Il a trouvé quelque chose à quoi se raccrocher vers la même époque, dans un endroit inattendu. Harold Voss, un inspecteur de caisse d'épargne à la retraite, enseignait les cours du soir de comptabilité à l'université locale. Principalement, avait-il dit à la classe le premier soir, parce que la retraite l'ennuyait plus que la correction des devoirs. Voss a remarqué que Desmond travaillait sur des séries de problèmes en avance de 3 chapitres sur le programme, et a commencé à le
gardés après les cours pour analyser de vrais cas d'études anonymisés plutôt que des exercices de manuel et de véritables schémas de fraude que Voss avait décelés. Au cours de 3 décennies dans le secteur, Desmond m'a dit un jour que Voss était la première personne, en dehors de moi, à l'avoir jamais regardé en y voyant un avenir plutôt qu'un point de départ. Lorsque Desmond a enfin obtenu sa certification d'inspecteur 2 ans plus tard, Voss a été la seule personne extérieure à notre petite table de dîner à venir fêter cela, en apportant une carte qui disait simplement, d'une écriture tremblante, la Grèce s'en va au lavage, pas les bons instincts. Desmond a conservé cette carte dans le tiroir de son bureau à chaque emploi qu'il a occupé par la suite. La fissure suivante dans le silence est venue de Foster, 11 mois après le mariage, dans un texto sans préambule, « Joyeux anniversaire. Je pense souvent à toi. » J'ai fixé le message pendant 10 minutes avant de répondre. Nous n'avons pas parlé de notre père au début, seulement de films, de ses cours, et d'un chien qu'il avait pris sans le dire à personne. Il a fallu près de 2 ans avant qu'il ne mentionne Alloway Motor. Mon père avait acheté un deuxième bateau, un yacht de 10 mètres à quai dans la marina, à 1 heure de la concession principale, la saison même où 2 techniciens de maintenance avaient vu leur heure réduite. Papa dit que la trésorerie est tendue mais en croissance. A-t-il écrit? Je ne sais pas. Le nouveau showroom pour camions a coûté plus cher que l'ancien bâtiment. Je me suis dit que Foster exagérait, comme le font parfois les plus jeunes quand il cherche une raison de se plaindre d'un parent. Puis, 18 mois plus tard, il a envoyé une photo floue, prise à travers la vitre d'un camion sur le parking de l'atelier, montrant un avis orange scotché sur la porte d'une baille. Au moment où j'ai zoomé pour lire le mot saisi, la photo avait déjà été supprimée de son téléphone. Il a envoyé un texto pour dire que quelqu'un avait arraché la vie dans l'heure, affirmant qu'il s'agissait d'une erreur administrative. J'ai eu un nœud à l'estomac en le lisant. J'ai failli appeler mon père ce soir-là, le téléphone à la main, son numéro toujours enregistré sous le nom au papa, bien que je ne l'ai pas composé depuis 3 ans. J'ai attendu jusqu'à la 2e sonnerie avant de raccrocher. Je me suis dit que je n'étais pas prête. La vérité était plutôt l'inverse, j'avais peur de l'être enfin, et qu'il me raccroche quand même au nez. Je n'ai jamais dit à Desmond à quel point je parlais à Foster. Pas par malhonnêteté, exactement, mais plutôt parce qu'à chaque fois que j'ouvrais la bouche pour l'aborder, je me ravisais. À notre 4e anniversaire de mariage, Desmond avait terminé son diplôme en cours du soir, réussi sa certification d'inspecteur à la 2e tentative. Et était passé du poste de guichetier à l'équipe d'analyse de la fraude et de la conformité chez Meridian Trust, la banque régionale où il avait commencé comme convoyeur de fonds à temps partiel, alors que je travaillais encore dans le commerce de détail pour aider à payer le loyer. Il s'est épanoui dans ce travail d'une manière que je n'avais pas vue depuis le dîner de fiançailles, restant tard pour aider à concevoir des modèles de détection capables de repérer des schémas que l'œil humain ratait, le genre de travail méticuleux et sans gloire qui le rendait fier. D'une manière dont personne à cette table de dîner ne l'avait cru capable. Un soir, à demi endormi sur le canapé avec un ordinateur portable en équilibre sur les genoux, il a ri de quelque chose sur son écran, et m'a dit, presque comme une blague, que la plupart des gens qui essayaient d'échapper au seuil de déclaration fédéraux n'étaient pas très malins. Ils choisissaient un chiffre juste en dessous de $10 000 et l'utilisaient à répétition, comme 98 $, en pensant qu'un ordinateur ne remarquerait pas un schéma qu'une personne repérerait en 5 minutes. J'ai ri moi aussi, sans y repenser pendant longtemps. Je n'avais aucune raison de le faire, c'était juste quelque chose qu'il avait dit, à demi endormi, à propos d'inconnus. Ce même printemps, un magazine d'affaires régional a publié un article de 2 pages sur Alloway Motor, sous le titre « Bâti sur la confiance, 3 décennies d'ancrage dans la communauté », accompagné d'une photo de mon père devant le tout nouveau showroom,
portant un costume qui semblait, même sur papier, plus cher que tout ce qu'il avait porté au mariage auquel il n'était jamais venu. Foster m'a envoyé le lien sans aucun commentaire. Je l'ai lu 2 fois, en cherchant ce qui se cachait sous les citations sur les valeurs familiales et le soutien à la communauté, mais je n'ai rien trouvé ce qui était, je ne l'ai compris que plus tard, exactement le but recherché. L'article mentionnait Roy Anders une fois en passant, en tant que partenaire précieux dans l'expansion continue de Holloway. À l'époque, cela m'a simplement paru étrange. Un peu trop lisse. Avec le recul, c'était comme lire l'histoire d'un homme qui construisait un mur devant une maison déjà en feu, tout en se répétant que le mur était la maison. Un mois plus tard, j'ai envoyé un texto à mon père pour lui annoncer que j'étais enceinte. Je ne sais pas pourquoi j'essayais encore. 6 ans de silence auraient dû m'instruire. Je n'ai jamais eu de réponse. Foster m'a dit doucement que papa l'avait vu, et avait reposé le téléphone face contre table, sans un mot. C'est encore Foster qui m'a parlé du procès. Roy Anders, l'associé de mon père sur le 3e site de Holloway Motor, le poursuivait en justice en raison de l'échec de l'expansion, de mauvais chiffres, des délais explosés, et un terrain qui n'avait jamais ouvert. Papa dit que ce n'est rien, m'a écrit Foster, il dit qu'il gère la situation. 3 semaines après ce message, Desmond est rentré du travail et n'a pas dit un seul mot de tout le dîner. Ce n'était pas le même silence que l'histoire de la station-service, celui-ci avait un poids différent, précautionneux, délibéré. Comme un homme choisissant chaque mot qu'il ne disait pas. Je lui ai demandé si quelque chose ne allait pas au travail. Il a répondu qu'il ne pouvait pas en parler. Je lui ai demandé, le cœur déjà remonté dans la gorge, si cela avait un rapport avec mon père. Il m'a regardé pendant un long moment, assez longtemps, pour que j'aie ma réponse avant même qu'il n'ouvre la bouche, et a seulement dit qu'il n'était pas autorisé à en dire plus, non pas parce qu'il ne me faisait pas confiance, mais parce que la loi se fichait de savoir si j'étais sa femme. Ce même soir, allongé dans le noir alors que ni l'un ni l'autre ne prétendait dormir, je lui ai enfin avoué ce que je portais seul depuis 6 ans, que je n'avais jamais vraiment cessé de parler à Foster, et que la moitié de ce que je savais sur l'entreprise de mon père, le bateau, l'avis de saisie, tout cela était passé par un téléphone que je n'avais jamais laissé Desmond me voir consulter. Je m'attendais à ce qu'il soit blessé, ou pire, qu'il ait l'impression que je surveillais un homme qu'il avait humilié à son propre dîner de fiançailles. Il est resté silencieux pendant un long moment, puis il a dit qu'il s'en doutait depuis un moment déjà, qu'il remarquait que je devenais silencieux certains jours, d'une manière qui n'avait rien à voir avec notre propre vie. Et qu'il n'avait jamais posé de questions parce qu'il ne voulait pas être la raison pour laquelle je me sentirais obligé de choisir entre lui et le dernier film rattachant à une famille que je n'avais pas cessé d'aimer, même après qu'elle eût cessé de me répondre. Cela n'annulait pas 6 ans de silence sur le sujet entre nous, mais cela signifiait que lorsqu'il rentrait tendu sans pouvoir me dire pourquoi, je ne passais pas la nuit à me demander ce qu'il pouvait bien me cacher d'autre. Je la passais à me demander, à la place, ce que mon père avait exactement fait. J'ai dormi très peu cette nuit-là, allongé à fixer le plafond, envisageant toutes les versions possibles de ce que cela pouvait vouloir dire, sans m'approcher d'une réponse au matin. Ce que Desmond ne pouvait pas me dire, et que je n'ai reconstitué dans son ensemble que bien plus tard, grâce aux documents judiciaires devenus publics, avait commencé 3 semaines plus tôt sur le bureau d'une analyste senior nommée Ilsa Petrov. Ilsa avait passé 12 ans à examiner les signalements liés aux Banque Secrecy Act chez Meridian Trust, et elle avait vu le schéma dont Desmond avait rigolé un jour une centaine de fois auparavant, 37 dépôts en espèces de 9 800 $ chacun, répartis sur 4 mois et dans 3 agences différentes. Chacun d'eux étant inférieur de 45 cents, ou parfois seulement 20 $ au seuil de 10 000 $ qui aurait déclenché une déclaration automatique de transaction en devises.
Ce n'était pas subtil. C'était, en fait, presque exactement le genre de schéma que le modèle de détection que Desmond avait aidé à perfectionner 2 ans plus tôt avait été conçu pour intercepter. Un système entraîné à signaler non pas la taille d'un dépôt individuel, mais la régularité suspecte de dizaines de dépôts accumulés juste en dessous de la limite. ILSA a déposé la déclaration d'activité suspecte la semaine même où l'équipe des prêts aux petites entreprises de Meridian a signalé toute autre chose, une demande de 85 000 $ au programme de prêt de reprise pour les petites entreprises de la banque, déposée sous le nom de Motor LLC, indiquant des chiffres de revenus mensuels et de dettes existantes qui ne correspondaient pas aux documents fiscaux déjà archivés pour une ligne de crédit commercial non liée, 2 agences plus loin. 2 signalements, le même emprunteur, à 4 jours d'intervalle. Selon le protocole de Meridian, des dossiers comme celui-ci, touchant plusieurs agences et impliquant potentiellement à la fois du fractionnement de transactions et de la fraude aux prêts, atterrissaient au service de la conformité régionale pour un examen consolidé, plutôt que de rester isolés dans l'agence qui les avait repérés en premier. C'est ainsi que le dossier est arrivé sur le bureau de Desmond un jeudi matin, transmis par un système de gestion de cas qui n'avait aucune idée de ce que le nom de Walter Holloway représentait pour l'homme qui le lisait. Il m'a dit plus tard que sa première réaction n'avait été ni la rage, ni la satisfaction, mais une forme étrange et creuse d'effroi, la prise de conscience que la décision suivante qu'il prendrait le suivrait pour le reste de sa carrière, d'une manière ou d'une autre. La politique de conflit d'intérêts de Meridian était sans ambiguïté, tout analyste ayant un lien personnel, financier ou familial avec un sujet sous examen devait le divulguer immédiatement et se récuser formellement. Desmond a rédigé le courriel de divulgation l'après-midi même, a exposé exactement qui était Walter Holloway pour lui, et l'a envoyé à son supérieur avant la fin de la journée. Il m'a confié des mois plus tard qu'une partie de lui espérait qu'on le retirerait simplement du dossier, le laissant disparaître de toute cette situation. Cela aurait été la solution là. Plus simple. Ce ne fut pas celle qu'il obtint. Son supérieur, un responsable adjoint de la conformité nommé Martin Wallaran, l'a convoqué dans une salle de réunion le lendemain matin, en compagnie de Nathan Ude, un inspecteur bancaire fédéral de l'Office of the Control of the Currency, qui était détaché chez Meridian pour une inspection de routine et qui examinait les rapports d'activité suspectes cette semaine-là. Le problème, a expliqué Wallaran, n'était pas aussi simple que de retirer Desmond d'un seul compte. Le schéma de fractionnement touchait 3 agences et, une fois que l'équipe d'ILSA a remonté l'historique des dépôts plus loin, il a semblé se connecter à une 4e relation, une ligne de crédit commercial liée à la même LLC, ouverte dans une agence Meridian de l'autre côté de la frontière du comté, 2 ans avant que Desmond ne rejoigne l'équipe de conformité. Le retirer complètement aurait signifié diviser une affaire déjà connectée entre des analystes qui auraient dû réapprendre le schéma depuis le début, à un moment où le signalement de fraude au prêt imposait ses propres délais réglementaires. Nathan Ude, méthodique et posé comme le sont souvent les inspecteurs de carrière, a dit clairement à Desmond que la voie la plus sûre pour la banque, pour le dossier, et franchement pour Desmond lui-même, était qu'il reste le responsable officiel du dossier. Mais sous une supervision directe avec double validation, rien ne pouvait avancer sans l'examen indépendant et l'approbation documentée d'Wallaran. Chaque décision prise par Desmond serait vérifiée, enregistrée et contresignée par quelqu'un n'ayant aucun lien avec la famille. Ce n'était pas une récusation, c'était quelque chose de plus proche d'être surveillé par 2 personnes au lieu d'avoir carte blanche. Vous comprenez ce que les gens diront si cela tourne mal, lui a dit Wallaran, sans méchanceté. Ils diront que vous aviez une rancune. Je comprends, a répondu Desmond. Je préfère qu'il soit prouvé que je n'ai pas agi par rancune, plutôt que de faire semblant de ne pas avoir de raison d'en avoir. Il a accepté de rester. Je lui ai demandé depuis s'il avait envisagé de tout abandonner,
de leur demander de confier l'affaire à quelqu'un d'autre et de laisser le dossier de mon père disparaître de sa vie, tout comme mon père avait autrefois essayé de le faire disparaître de la mienne. Il m'a dit qu'il y avait pensé pendant exactement une nuit. Ce qui l'a empêché de demander son retrait n'était pas la colère, ni un désir secret de vengeance déguisé en professionnalisme, même si je sais que des gens à la banque, et plus tard dans ma propre famille, ont supposé exactement cela. C'était plus simple, et je crois, plus honnête que tout cela, il ne croyait pas que fuir une situation difficile lui avait jamais apporté quoi que ce soit dans la vie. Il avançait vers des épreuves depuis l'âge de 26 ans, depuis ce jour où il s'était tenu devant un homme avec un verre de scotch, en disant la vérité sur un plan quinquennal qu'il avait bien l'intention de respecter. Au cours des 6 semaines suivantes, le dossier s'est étoffé. Une enquêtrice nommée Naomi Ashworth, 16 ans de service au sein de la brigade des délits financiers du comté, a été saisie une fois que l'anomalie de la demande de prêt a dépassé le seuil d'un simple dossier civil ou réglementaire pour devenir une affaire pénale. Les fonds de secours aux petites entreprises comportaient leurs propres exigences de déclaration, et déclaraient sciemment de faux revenus sur une demande constituait un chef d'accusation distinct de tout ce qui touchait au dépôt fractionné. L'équipe d'Ashworth a assigné à produire des documents la marina ou le yacht de 10 mètres était amarré, le concessionnaire de camions qui avait financé des véhicules les plus récents du showroom, et l'avocate de Roy Anders, une litigieuse incisive et posée nommée Grace Linkist, qui était déjà plongée dans la phase de communication des pièces pour le procès civil concernant la troisième concession ratée et qui, s'avéra-t-il, était tombée indépendamment sur certains des mêmes mouvements d'espèces irréguliers en montant son propre dossier. Les documents se sont accumulés dans une liste de pièces à conviction partagée. Relevé bancaire marqué pièce C, demande de prêt marqué pièce D. Tableau croisé dynamique recoupant les 37 dépôts avec les registres de vente de la concession marqué pièce E montrant qu'au moins 22 d'entre eux ne correspondaient à aucune vente de véhicule enregistré. Quelque part au milieu de cette pile se trouvait un fait qui allait importer plus que tous les autres. Une fois que le dossier deviendrait une histoire plutôt qu'un fichier, Alloway Motor ne s'était pas développé derrière ses camions financés par la dette et son deuxième bateau. Il était en train de mourir, lentement, depuis presque 4 ans, soutenu par des financements eux-mêmes soutenus par la fraude. Toute cette structure reposait sur le même besoin de paraître qui avait autrefois décidé que l'amour ne valait pas le risque de sembler pauvre lors d'un dîner de famille. Desmond a rencontré Ilsa Petrov à 2 reprises au cours de ces 6 semaines. Toujours en présence d'Oalaran, et toujours avec un second enregistreur en marche, conformément au protocole. Ilsa fut celle qui lui expliqua d'abord à quel point le schéma collait de près au seuil. 22 des 37 dépôts se situaient entre 9006 cents et 9900 $, une fourchette si étroite qu'Ilsa déclara platement n'avoir vu une telle régularité que dans les cas où quelqu'un avait spécifiquement étudié la règle de déclaration au préalable, plutôt que d'y être tombé par instinct. Les gens qui se rapprochent à ce point de la limite de manière intentionnelle, lui dit-elle en faisant glisser un tableur imprimé à travers la table, ne sont pas en train de paniquer lorsqu'ils commencent. Ils planifient. Desmond ne répondit rien à cela. Il parapha la page comme le protocole de double validation l'exigeait pour chaque document qu'il touchait, et laissa Oalaran contresigné en dessous. La détective Ashworth, de son côté, a passé un après-midi au bureau comptable de Alloway Motor à interroger la comptable de longue date de la concession, une femme nommée Corazon de la Cruz. Celle-ci travaillait pour mon père depuis 11 ans et, selon le résumé d'entretien qui a fait surface plus tard lors de la communication des pièces, elle a pleuré pendant presque toute l'entrevue. Madame de la Cruz a dit à Ashworth qu'elle avait elle-même signalé le schéma de dépôt à mon père des mois plus tôt, et qu'il lui avait répondu qu'il s'agissait d'une passerelle de trésorerie temporaire en attendant le déblocage d'un prêt commercial, un prêt qui, s'avéra-t-il, n'avait jamais été demandé sous cette description. Elle avait conservé une note de cette conversation dans un cahier.
personnel, daté, non pas parce qu'elle soupçonnait une fraude à l'époque, dit-elle, mais parce qu'elle avait appris en 11 ans qu'il était plus sûr d'eux. Notez les conversations avec Walter Holloway que de se fier à sa mémoire plus tard. Cette page de cahier est devenue la pièce F. La veille du jour où il s'est rendu à l'agence de Colfax, à 23h40, mon téléphone a sonné avec un numéro que je n'avais pas vu depuis 6 ans, toujours enregistré sous un nom que je n'avais jamais effacé. J'ai fixé l'écran pendant 2 sonneries complètes avant de répondre, la main tremblant si fort que j'ai failli faire tomber le téléphone dans le lavabo. La voix de mon père, quand elle est enfin arrivée, ne ressemblait pas à la voix qui avait autrefois déclaré devant une pièce remplie de proches que la graisse ne partait pas au lavage. Elle semblait frêle, vieille et effrayée. Il a dit que la banque avait gelé quelque chose, qu'il ne comprenait pas, qu'il avait besoin de quelqu'un qui connaissait du monde à l'intérieur pour passer un coup de fil pour lui. Et il m'a fallu un moment pour comprendre, avec un froid glacial dans l'estomac, qu'il me le demandait parce qu'il supposait que Desmond, où qu'il est atterri, pouvait encore avoir une petite capacité de guichetier pour rendre un service. Il n'en avait aucune idée. Je me suis assise sur le sol de la salle de bain, le dos contre la baignoire, et je lui ai dit que je ne savais rien de tout cela, ce qui était vrai, et que j'allais voir ce que je pouvais découvrir, ce qu'il était. Moins car au moment où j'ai raccroché, un instinct que je ne pouvais nommer m'avait déjà dit exactement sur le bureau de qui cet appel allait atterrir. Mon père a découvert que ses comptes étaient gelés un mardi matin, alors qu'il tentait de transférer la dernière partie des fonds signalés vers un compte dans une autre institution, avant que le délai de conformité de Méridian ne ferme la fenêtre. Il ne savait pas qu'il y avait une fenêtre. Il avait simplement reçu un appel de sa comptable la veille au soir, paniqué, disant que 2 des agences avaient placé des blocages temporaires sur les transferts entrants et sortants, en attente d'examen. Il avait décidé, comme il décidait de la plupart des choses, rapidement et seul, que la meilleure décision était de prendre les devants avant que quiconque d'officiel ne puisse l'arrêter. Il s'est rendu lui-même à l'agence de Colfax Avenue à 8h15, avant l'ouverture officielle, et a attendu sur le parking que les portes se déverrouillent. La directrice de l'agence, Sandra Kessler, l'attendait non pas parce qu'elle savait qui il était pour Desmond, elle l'ignorait encore à ce moment-là, mais parce que le système avait automatiquement bloqué toute tentative de transaction sur ses comptes pour un examen manuel dès le moment où le rapport d'activité suspecte et la transmission pour fraude au prêt avait été enregistrée. Elle lui a expliqué aussi doucement qu'elle le pouvait, face à un homme qui s'effondrait visiblement devant elle, que les comptes étaient gelés en attente d'un examen interne et fédéral en cours, et qu'elle-même n'y pouvait rien. Mon père, selon le récit ultérieur de Sandra, a ri ce même rire bref que j'avais entendu toute ma vie, sauf que cette fois, il s'est brisé à mi-parcours. Il lui a dit qu'elle n'avait aucune idée de qui elle avait en face d'elle. Il lui a dit qu'il avait 30 ans de relation d'affaires avec cette banque, et que quelqu'un allait perdre son emploi d'ici la fin de la semaine à cause de cela. Puis, selon Sandra, quelque chose en lui a semblé céder d'un coup. Il a demandé plus bas, si c'était lié au procès. Il a demandé si quelqu'un lui avait fait ça. Si Roy Anders avait un ami à l'intérieur, si c'était de la vengeance déguisée en procédure. Il était tellement certain que cela devait être personnel, tellement sûr qu'un système fondé sur des mathématiques et des seuils ne pouvait pas simplement avoir remarqué un schéma, qu'il n'a pas envisagé une seule seconde. Que le gel soit exactement ce à quoi il ressemblait, impartial, automatique. Et totalement indifférent à sa personne. Il a demandé à parler au responsable. Sandra lui a répondu que la conformité régionale avait déjà été informée, et que quelqu'un allait descendre. J'ai appris qu'il était là parce que Foster m'a appelé, la voix tendue et rapide, me disant que papa s'était présenté à l'agence de Colfax livide, et n'avait pas répondu à 3 textos de suivi. J'étais à 11 minutes de là. Je ne me rappelle pas avoir décidé de m'y rendre, mais plutôt m'être rendu compte, vers le 2e feu rouge, que j'avais déjà mes clés en main. J'ai reçu le
Second appel avant même de me garer, de la part de Desmond, qui avait déjà été informé par le bureau d'Oalaran que le sujet du gel s'était présenté en personne et exigeait des réponses. En tant que responsable du dossier, dans le cadre de son accord de double validation, c'était sa responsabilité d'aller expliquer le blocage lui-même. Il m'a dit plus tard qu'il était resté dans le hall des ascenseurs du bureau régional pendant près de 90 secondes complètes, la main sur le porte-document, avant d'appuyer sur le bouton. Il a dit que la décision ne portait pas vraiment sur sa capacité à affronter mon père à nouveau, mais sur sa capacité à entrer là-bas et à être exactement aussi prudent, aussi juste et aussi rigoureux qu'il l'aurait été pour un inconnu. Parce que s'il ne le pouvait pas, rien de ce qu'il avait prouvé au cours des 10 dernières années n'aurait eu de sens. Il m'a dit qu'il avait décidé qu'il en était capable. Puis les portes se sont ouvertes, et il n'y a plus eu le temps d'y penser. Je suis arrivé à l'agence 2 minutes après Desmond. À travers la vitre, je pouvais voir mon père au comptoir, le dos tourné à la porte, les épaules remontées jusqu'aux oreilles comme il le faisait lorsque des clients tentaient de renoncer à un accord qu'il pensait avoir déjà conclu. Sandra Kessler se tenait derrière le comptoir, son expression soigneusement neutre, avec la retenue de quelqu'un entraîné à rester calme, peu importe ce que fait la personne en face d'elle. Et derrière mon père, assez près pour tout entendre, se tenait Desmond, non pas le jeune homme de 26 ans portant une cravate d'emprunt, qui s'excusait du regard d'occupé de la place lors des dîners de famille, mais un homme en costume anthracite qui n'a pas scié quand mon père s'est enfin retourné et l'a vu. J'ai vu le visage de mon père passer par 3 états différents en moins de 2 secondes, la reconnaissance, l'incompréhension, puis quelque que je ne lui avais jamais vu en 28 ans, la peur, pure et sans artifice, celle qui n'a pas le temps de se transformer d'abord en colère. Toi, a dit mon père. C'est sorti d'une voix plus petite que tout ce que j'avais jamais entendu de lui. Monsieur Holloway. La voix de Desmond était posée, cette même voix qu'il utilisait au téléphone avec les clients et que j'avais entendue une centaine de fois à travers le mur de notre appartement, courtoise, calme, ne laissant rien paraître. Je suis le directeur régional de la lutte contre la fraude et les délits financiers pour Meridian Trust. Je suis le responsable du réexamen qui a entraîné le gel de vos comptes. C'est une blague. La main de mon père a trouvé le rebord du comptoir. C'est toi qui as fait ça. Tu attendais depuis 10 ans pour me faire ça. Je comprends pourquoi cela peut ressembler à cela, monsieur Holloway, a dit Desmond. Et pour que ce soit clair, cette préoccupation est précisément la raison pour laquelle mon implication dans cette affaire a exigé une seconde validation indépendante pour chaque décision, dès le premier jour. Parce que je sais ce à quoi cela aurait eu l'air si cela n'avait pas été traité ainsi. Mais ce n'est pas moi qui ai monté ce dossier, monsieur Holloway. Vos comptes ont été signalés automatiquement en raison d'un schéma de fractionnement, 37 dépôts de 9 800 $ chacun, effectués spécifiquement pour rester sous le seuil de déclaration de 10 000 $. Et séparément, pour des fausses déclarations tangibles sur une demande de prêt de reprise pour petites entreprises de 85 000 $. Ni l'une ni l'autre de ces choses n'est arrivée à cause de la personne que votre fille a épousée. Elles sont arrivées à cause de décisions prises sous cette LLC au cours des derniers mois, ce que l'examen va établir, d'une manière ou d'une autre. La bouche de mon père s'est ouverte, et pour la première fois de toute ma vie, je l'ai vu n'avoir absolument rien à dire. Non pas parce qu'il n'avait plus de colère, et je ne pense pas que Walter Holloway en ait jamais été à court, mais parce que la seule arme sur laquelle il avait toujours compté, la certitude qu'il connaissait du monde et que les gens l'écoutaient, venait d'entrer en portant un costume qu'il avait autrefois raillé, debout sur un terrain où mon père n'avait aucun moyen d'agir. La graisse sous les ongles ne part pas au lavage, m'avait-il dit un jour, de l'autre côté d'une table couverte de signes en papier, comme s'il s'agissait d'une sentence sans appel. J'ai pensé à cela, debout sur le seuil de ce hall, à
Regarder Desmond tenir un porte-document ouvert sur le comptoir et expliquer les numéros de pièces justificatives à Sandra Kessler, sans jamais élever la voix. Mon père avait passé 30 ans à se bâtir un nom qu'il croyait permanent, et ce n'étaient pas les ongles qui avaient cédé en premier. Il a regardé par-dessus l'épaule de Desmond et m'a vu sur le seuil. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il pourrait me demander de régler la situation, comme il me demandait autrefois d'arranger les choses avec les fournisseurs quand j'avais 17 ans, une habitude qui ne l'avait jamais vraiment quitté, même après tout cela. Au lieu de cela, il a simplement prononcé mon prénom, doucement. Presque comme une question, comme s'il n'était pas sûr qu'il lui appartenait encore de l'utiliser. Papa, ai-je dit. C'était le premier mot que je lui adressais depuis 6 ans. Il n'a pas répondu. Il a de nouveau regardé Desmond, puis ses propres mains tremblantes, et j'ai vu 61 ans de certitude s'effondrer d'un coup. Le signalement a été transmis au bureau de la détective Ashworth la semaine même. La fausse déclaration concernant le prêt fédéral a fait l'objet d'un chef d'accusation distinct, déposé en vertu de la loi sur la fraude liée au programme de reprise. Le schéma, une fois les 37 dépôts documentés par rapport au registre de vente de la pièce E, a étayé une action en confiscation civile. En plus de la procédure pénale. L'avocate de Roy Anders a modifié sa plainte au civil dans les jours qui ont suivi, citant les conclusions du rapport d'activité suspecte comme une preuve supplémentaire que l'expansion ratée avait été mal gérée, et non simplement sous-financée. Alloway Motor ne s'est pas effondré du jour au lendemain. Mon père n'a pas été dépouillé de tout, comme je me le figurais parfois dans les années les plus sombres où je voulais qu'il paie. Mais la concession est entrée dans une restructuration sous contrôle judiciaire en l'espace de 4 mois, ses financements soumis à une surveillance indépendante, et ses comptes ouverts à un niveau de contrôle que mon père avait passé 30 ans à éviter d'avoir à donner. 1 an plus tard, mon père n'a toujours pas trouvé les mots pour s'excuser auprès de Desmond, et j'ai cessé d'attendre qu'ils arrivent sous une forme parfaite. Mais il y a 3 mois, une carte est arrivée pour le 2e anniversaire de notre fille. Pas d'argent liquide glissé à l'intérieur cette fois, juste son écriture, joyeux anniversaire, de la part de grand-père. Desmond l'a posé sur le comptoir sans dire un mot, et j'ai compris, de cette façon dont on comprend les choses qu'on attend de comprendre depuis 10 ans, que c'était ce qui se rapprochait le plus d'une porte entr'ouverte que mon père savait construire. Le mois dernier, Foster m'a dit que papa avait enfin vendu le 2e bateau. Je lui ai répondu qu'il était temps